Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec nous Naoufal, donc qui est manager d'une équipe commerciale pour un logiciel SaaS. Mais ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que depuis un an, tu t'es mis à la création de contenu sur YouTube d'abord, ensuite sur TikTok, en traitant de sujets liés à l'influence. Tu parles de live business, de culture hip-hop. Interview créateur, qu'est-ce qui t'a donné envie, à côté de cette activité très prenante de manager d'une équipe commerciale, de te lancer dans la création de contenu sur YouTube il y a un an? Merci de ton invitation, Janvier. Mais donc moi, ce qui m'a attiré vraiment dans la création de contenu, c'est que je suis très intéressé par tout ce qui est influence, persuasion. C'est lié à ce que je fais dans ma carrière. J'ai un master en marketing, un autre en communication, et en même temps, j'aime bien je suis assez créatif. J'aime bien l'écriture, le storytelling, et j'aimais aussi parler devant la caméra. Et le meilleur combo que j'ai trouvé, c'était YouTube. Donc, il proposait cette combinaison de toutes ces compétences que j'avais. Donc, j'ai commencé en février 2021 plutôt. C'était vraiment plutôt... j'ai commencé en arabe. Ok. Je targetais le Maroc, comme je suis d'origine marocaine. Je filmais avec mon téléphone, j'ai fait des micro-trottoirs, je parlais d'influence, de relations hommes-femmes. Je m'intéressais vraiment à la psychologie, à tout ça. Mais de plus en plus, je voyais que je m'intéressais vraiment à l'influence et la persuasion. Et ce qui m'intéressait, c'est j'ai lu le livre Les 48 lois du pouvoir. Donc j'ai beaucoup lu. Et ce livre, en fait, la structure du livre, c'est comment Robert Greene, donc l'auteur, choisissait des personnalités historiques ou des stars, des leaders politiques, et il analysait les 48 lois du pouvoir à travers ce personnage, donc à travers la personnalité. Et j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai aimé la structure, et je me suis dit, en fait, ça m'intéresse de parler d'influence, de persuasion à travers des stars de hip-hop, des personnalités controversées, des leaders politiques comme Trump, et juste voir comment ils ont gagné en influence, comment ils ont gagné comment ils arrivaient à influencer les masses. J'ai expérimenté pendant les premiers mois, puis j'ai vraiment pris ça au sérieux, j'ai acheté le bon matos, et j'ai juste commencé à étudier le storytelling pour savoir comment gagner en rétention, comment laisser garder vraiment les gens accrochés à la vidéo. Et voilà, depuis un an, j'ai commencé en français vraiment à poster une vidéo par mois, assez travaillé. Ouais, c'est ça, très travaillé. On en parlait un petit peu en off. Donc tu les travailles parce que justement c'est clé de faire du watch time sur YouTube, de faire de la rétention comme tu le dis, donc les gens restent du début jusqu'à la fin. Ouais. Et tu me disais, quand on échangeait, tu passais 2 heures par jour à préparer ça sur une séance de 3 semaines pour sortir un petit peu la vidéo parfaite. Qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette un peu démarche de dire il faut vraiment que je travaille l'histoire et vraiment que la vidéo elle soit qualitative? Donc c'était juste de voir en fait que YouTube, ce qui marchait sur YouTube en 2010, ce n'est pas ce qui marchait en 2015, ce n'est pas ce qui marche en 2020. C'est super compétitif. Et je me suis dit, en fait, et c'est surtout le contenu anglophone qui m'inspirait. Il y avait beaucoup de vidéos où il y avait un storytelling de malade, où c'était des documentaires dignes d'un documentaire Netflix. Et ça m'inspirait de créer une histoire comme ça. Donc c'était par essai-erreur. Et en fin de l'année dernière, j'ai aussi un pote qui est youtubeur, qui a pas mal réussi, donc il me donnait des conseils. Et j'ai fait aussi un coaching avec un youtubeur connu aux États-Unis. J'ai fait une consultation pour voir comment il fait ses vidéos, comment il comment il faisait son storytelling. Et par chance, c'était un youtubeur qui a été coaché par MrBeast, qui est un des plus grands youtubeurs américains. Et ça m'a totalement changé ma vision sur YouTube. Comment créer une vidéo, comment écrire un script, comment choisir le sujet, comment choisir la miniature. Et c'est là vraiment où j'ai passé cette année à être complètement obsédé par le storytelling. J'ai lu
5 livres sur le sujet, Ah vraiment ouais. à Ouais, bien donc étudier le sujet. ouais, l'histoire est devenue centrale en fait quand tu fais ta vidéo, quoi. Ouais, Même alors le choix des personnages dans la culture hip-hop, alors pas tout le temps, des hommes de pouvoir aussi, tu disais, ouais. Andrew Tate, Trump. Alors t'as pas fait de vidéo encore sur Trump ou je l'ai loupé? Si, Si? j'ai fait une, ouais. D'accord. Et alors ce que je voyais aussi dans tes vidéos, c'est que alors il y en avait une sur McDo, je crois que tu avais changé plusieurs fois le titre. Tu Ouais, testes le titre pour voir ce qui marche bien et tu vois que ça peut changer de tout au tout le taux de clic. Ça, c'est aussi un truc que tu regardes quand tu publies? ouais. Ça, c'est le côté marketing de mon métier qui revient, donc faut tester. Tu fais un split test pour voir quel type de message résonne. Ouais. Et voilà, pour moi, YouTube, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est un, c'est pour les créatifs, c'est une plateforme qui te donne une opportunité que j'ai jamais vue avant. Ça te donne, t'as ta propre chaîne télé, en fait, pour créer le contenu que tu veux. Et à part si c'est un hobby pour certains, mais si tu veux vraiment réussir dans YouTube, c'est la même approche que réussir dans les médias traditionnels. Et je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité aujourd'hui. Voilà, j'essaie de maximiser mes chances voilà, pour avoir une audience qui aime bien ce que je partage. Et alors dans les conseils que tu as pu avoir de la personne, j'avais noté, c'est James Jani, non, c'est ça? La personne qui Non, t'avait c'est Léon Hendrix. Léon Hendrix, ah ouais, c'était l'autre Ouais, que tu m'avais donné. ouais, Donc il y a eu MrBeast, c'est quand même le monsieur rétention qui a maintenant un programme dans toutes les langues, ouais. qui a la plus grosse base d'abonnés. Je sais plus, 1 milliard. On voulait lui acheter son entreprise d'1 milliard. Il n'hésite pas à Il a investir. refusé. Il a refusé. Voilà, il n'hésite pas à investir 3 à 5 millions de dollars dans des projets de vidéo ambitieux. Ouais. Donc c'est clair qu'il met le paquet. Mm. Et alors là, et donc j'ai regardé tes vidéos un petit peu. C'est vrai que tu vas droit au but dès le départ et même à la fin, tu dis juste abonne-toi, rien de plus. On n'a pas le temps de voir arriver, quoi. Mm. Et donc ça, c'est volontaire. Ça, c'est le type de conseil qu'on a pu te donner sur justement cette rétention. C'est quoi un peu comment tu fais pour les garder du début à la fin, les gens qui arrivent sur tes vidéos? C'est de passer vraiment beaucoup de temps sur le script pour. Il y a un modèle de storytelling classique, donc il y a le setup, donc tu commences la story par les personnages, les protagonistes, les antagonistes, et puis il y a l'acte 1, acte 2, acte 3. Donc généralement c'est l'acte 1, c'est là où tu présentes le problème, l'acte 2 c'est là où il y a le conflit, et l'acte 3 c'est résolution du conflit. Donc l'histoire Ok, elle se le termine. scénario en 3 actes classique qu'on retrouve au cinéma. Exactement, exactement. Et c'est un peu le même modèle qui s'applique sur les vidéos YouTube. Donc, tu choisis un personnage, le protagoniste, les différents conflits ou déjà l'événement catalyste euh, grâce auquel il commence disons sa bataille, son histoire. Après, il y a le conflit, le climax, vraiment et c'est là où tu peux garder la rétention, c'est d'amplifier les enjeux du personnage. Donc s'il réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? Et plus tu amplifies ça, plus ça crée de l'attention, plus les gens ils veulent regarder. Sinon si on te donne tout dès le début, Ah bah ouais. Donc y faut a faire pas à attention de regarder. pas tout dévoiler dès le départ, quoi. Exactement. Ce qui est super sur tes vidéos hyper travaillées, alors avec des effets de zoom et aussi comment on appelle ça, des b-roll où tu te scènes en train de lire, où tu te filmes pardon, en train de lire un livre par exemple. Ouais. C'est marrant de penser à tout ça. Alors je vois de plus en plus de chaînes le faire, hein, bah, notamment celle qui cartonne. Tu l'as fait dès le départ ça, cette démarche de dire je vais avoir mes propres plans d'illustration? Oui, je l'ai fait sur la procrastination, je pense. Mais c'était la première vidéo où j'étais moi le protagoniste de la vidéo. Généralement, Ok. c'était une autre personnalité. Du coup, je montrais les b-rolls de la personne, mais quand ça me concerne, je me suis dit, bah, en fait, il faut des b-rolls de moi quand je suis en voyage, quand je suis en train de lire, qui illustrent un peu la situation dont je parle. Ça va être aussi le sujet de ma prochaine vidéo. Euh, donc voilà, j'ai capturé un peu des moments à New D'accord. York, au Danemark, en Espagne. Comme ça, j'ai de la matière, j'ai assez de b-roll à Et montrer. t'as ton scénario en tête quand tu fais ça?
Où tu te dis, tiens, ça pourrait être sympa dans tel ou tel scénario plus tard, je le prends au cas où? Ça dépend. Des fois, j'ai le scénario, des fois, je me suis dit, bah, en fait, c'est une bonne scène, un bon paysage à prendre. Et du coup, je me dis, bah, ça va tomber dans une case où je vais parler je sais pas, de mission dans la vie, de procrastination. Je trouve toujours un moment où ça va résonner. Ce qui marche aussi bien sur tes vidéos, c'est que tu prends des personnalités, alors du domaine du pouvoir, mais il y a 50 Cent qui a bien marché, Andrew Tate, Ouais. un peu controversé, qui à un moment donné peuvent faire le buzz. Alors je sais pas là, en ce moment c'est Kanye West, donc tout le monde parle, mais détesté. Ouais. T'as ressenti là une petite hausse à un moment donné, parce qu'il a eu une grosse polémique il y a pas longtemps là, il y a même pas une semaine sur Twitter, où il a relayé encore une fois des propos antisémites. Je crois que d'ailleurs Ouais. il passait à une émission de télé où il donnait sa fascination. Enfin, c'est pas une émission de télé, c'est un complotiste le gars. Enfin, Ouais. Alex Jones. Ouais. voilà, Alex Jones qui a été interdit de Twitter. Je crois qu'il a le droit de Ouais. revenir maintenant sur Twitter. Ouais. Et tu l'as vu le ça a eu un effet ou pas ça quand il y a eu la polémique qui s'est réenclenchée sur l'audience de ta vidéo? Légèrement, mais Ouais, plus pour Andrew Tate. Andrew Tate, d'accord. je pense qu'il s'est converti à l'islam dernièrement, du coup, Ah ça hausse. redécolle, d'accord. Ouais. Donc, ouais, en fait, pour moi, YouTube, c'est une équation. C'est rétention et miniature. Donc, ton CTR, s'il est élevé, ta rétention, elle est plus pour moi, je vise les 70%. J'y suis pas. Je pense Ok. que celle de Kanye West, elle a fait 60%, ce qui est dingue pour moi, parce que c'est la première vidéo qui a atteint les Ah ouais, en 60%. plus elle dure combien, 10 minutes, 15 10 minutes? minutes, ouais. 10 minutes, 10 ouais, c'est minutes, énorme. ouais. Et le CTR, ouais, je pense qu'elle a eu 10%. Et généralement, c'est cette équation qui permet à YouTube de recommander ton Ok, contenu. 10% de. Alors, CTR, je vais expliquer click-through rate en anglais, taux de clic. Ouais, C'est taux de le taux de clic. clic sur la miniature. Ah, t'arrives quand Ouais, même. Moi, j'ai pas du tout ça. Alors, je suis pas dans le même contenu, je fais des tutos ouais, sur des recherches. Ouais, donc, ok. Ouais, c'est énorme. 10% et tu vis 70 et tu fais 60 au mieux, c'est ça? De rétention? ouais. 60%? Celle de Andrew Tate, je pense, c'était avant celle de Kanye West, c'était celle qui a le plus performé, c'était 55%, ce Ouais. qui était énorme, parce que c'est une amélioration énorme. Mais celle de Kanye West, elle a fait 60. Et alors, dans les vidéos qui ont moins bien marché, tu vois qu'il y a un taux de rétention qui est inférieur à 50%? Voire qui font des Ouais, flops à 30%, ouais, par exemple, j'en sais rien. T'as ça? ouais. Généralement, pour moi, c'est entre 45 et du coup 60, celle de Kanye West. Généralement, c'est celle de Trump, D'accord. j'avais vu, c'est 49, non, 53. Eminem, 49%. Donc, et les premières, c'était 38, 40. Ok. Ouais, donc tu te dis vraiment, je travaille le scénario parce que faut que j'arrive aux 60%, quoi, à les dépasser. C'est un Ouais, sacré challenge. ouais. Et alors, dans ton organisation, alors pour faire ça, tu documentes comment alors, j'ai vu que tu mettais des extraits vidéo, forcément, quand on parle d'une personnalité. T'as jamais eu de soucis par rapport aux extraits, à des strikes d'ayant droit? Comment t'arrives à gérer ça, non? Parce que des fois, c'est des passages assez courts. Ouais, T'as ça en tête ou pas? Le ouais, côté un peu généralement, légal. ouais, je fais moins déjà, musique, j'évite. Je pense musique, t'as droit à moins de 5 secondes ou un truc comme ça. Ouais. Pour les films et tout, bah, tu fais, je pense, je prends pas de risque, je fais moins de 5 secondes aussi. Ok. Et ouais. Alors donc c'est comme ça, tu alternes. On te voit parler avec des zooms dans ton local Ouais, et ces images d'illustration, des petites scénettes qui durent pas plus de 5 secondes, d'accord. ouais. Et donc c'est vraiment tous les mois tu sors ça. Tu revois parfois ton script. Quand est-ce que tu te dis ça y est, c'est bon, j'ai le script parfait. En termes de timing, c'est vraiment sur le script que tu passes beaucoup de temps. C'est quoi un peu l'organisation? Donc j'ai un storyboard où je passe 5 jours, mais Ouais. donc après le travail, donc 2 heures à faire mes recherches et à organiser ça. Donc c'est un storyboard d'un template que j'ai où je Alors quand trouve, tu voilà, dis 5 jours, en fait, c'est 2 heures par jour, hein, c'est ça, parce que tu ouais, fais ça à côté de ton boulot. ouais, Ok, donc 10 exactement. heures quoi Ouais. pour le storyboard. Storyboard, recherche, si je lis un livre sur le sujet, donc je me donne le temps de faire mes recherches. Et après, samedi, dimanche, j'écris le script. Et je passe généralement 4 heures samedi, 4 heures dimanche. Ouais. Ah ouais. Ouais.
Et voilà, j'édite, je réédite et lundi je filme et je passe donc 2 heures par jour à monter, à faire vraiment un montage. J'essaie de faire un montage, un sound design de qualité. Euh, Généralement c'est ça le process. Ouais, t'en fais un peu chaque jour. Alors que moi, tu vois, Ouais. je me dis, je fais ça le week-end et un peu en mode speed tout le Mhm. samedi et je passe 4-5 heures au montage. Alors sur Mhm. des vidéos moins ambitieuses, Mhm. mais c'est vrai que de fait, comme t'es limité dans le temps, je peux pas prendre le soin de faire un truc très travaillé. Donc c'est comme ça que tu arrives à faire quelque chose de travaillé, c'est en découpant ça en séquences de 2 heures Ouais. Mais dans le vraiment, mois. je maximise tout le temps que j'ai en dehors du travail. Ah ouais. Ce qui est pas évident, surtout dans le management, t'as plus de responsabilités, il y a moitié de mon équipe est aux États-Unis, du coup faut que tu sois disponible aussi, il y a un décalage horaire, donc faut vraiment maximiser le temps en tant que créateur. J'ai trouvé que c'est la meilleure stratégie, euh, c'est de pas tout laisser tomber, avoir un travail stable où tu apprends aussi, où tu peux partager Ouais. voilà, ce que tu apprends, et en même temps tu travailles sur ton projet après. Et par ailleurs, tu as une croissance aussi très forte sur TikTok. Mm. Et ce que je disais un petit peu en teasing, c'est que tu arrives quand même à mettre en avant les vidéos YouTube sur ton TikTok, voire à ramener de l'audience TikTok sur ton YouTube. Et, euh, et tu m'avais dit sur 50 Cent et sur Andrew Tate, je crois que tu avais réussi à avoir suffisamment, un échantillon suffisamment élevé pour que ça décolle au niveau de l'algo de YouTube. Tu peux un petit peu raconter ça? Ouais, donc je faisais ça depuis le début. Je mettais des extraits des vidéos, 1 minute généralement. Et celle de 50 Cent, je pense, elle avait fait 600 000 vues sur TikTok. Et donc elle a ramené une bonne partie sur YouTube. T'arrives à 3000. savoir combien ça a ramené? C'est genre 1000 vues, 2000 vues? C'est pas non Ouais, plus c'était 3000. 3000 vues, d'accord. Ouais, donc il Ouais. faut vraiment aller chercher beaucoup de vues sur TikTok pour générer 3000 vues. Mais 3000 vues sur YouTube, ça peut être suffisant pour faire de la rétention et après faire en sorte que la vidéo soit promue dans les algos, c'est ça? Ouais, c'est ce qui s'est passé avec 50 Cent. Mais aussi, il faut avoir la bonne miniature, la Ouais, bonne. Et il y avait une rétention en dessus de 50%, 53%, un truc comme ça. d'accord. Et la thumbnail, la miniature était vraiment très bien faite. Et je pense que c'est la plus élevée, là, 14% de CTR, ce qui était énorme. Et du coup, ça a décollé je pense que c'était 3 mois après, si je dis pas de bêtises. 2 mois ou 3 mois après la publication. Euh, Comme ça. De manière graduelle, me ramener 1000 vues chaque 2 jours. Et puis à un moment, ça a accéléré, me ramener 15 000 vues par jour. Ce qui était énorme. Ah Je ouais, pense qu'aujourd'hui, il est à 300 000 vues. Et m'a ramené aussi énormément d'abonnés. Je pense plus de 4000. Et ça a facilité aussi pour les autres vidéos pour que YouTube ah oui, les recommande les après, promouvoie. forcément, ouais. Ouais, Ouais, parce exactement. qu'on a aimé cette vidéo, on a envie de voir d'autres vidéos. C'est souvent Mhm. comme ça que ça se passe. Et même les gens qui sont pas abonnés, à la limite, ils regardent une vidéo, ils ont des recommandations. Ouais, Mais alors les 15 000 vues là qui venaient quotidiennement, c'est grâce à l'algo de YouTube. Mais c'est en fait, ouais, YouTube. Ouais. tu l'as stimulé grâce à TikTok. Et est-ce que tu fais des choses particulières sur TikTok quand tu mets tes extraits pour inciter les gens à aller voir sur YouTube? Il y a quelque chose à faire parce qu'on peut pas faire trop de liens sur TikTok. Non, tu peux toujours mettre le lien sur la bio, je Sur l'ai la toujours. bio? Et Ouais. tu dis va voir en bio ou dans les commentaires tu dis va voir la vidéo en bio? Ouais, généralement, je coupe ou je donne un extrait où il y a toujours de la tension. Comme ça, je coupe au bon moment. Et en même temps, sur ma bio, je mets à jour ma bio en disant voilà, ma vidéo sur 50 Cent en bas, comme ça sur ma bio. Et j'ai la suite sur le lien dans ma bio ou @nofile sur YouTube. Et les gens, généralement, ils vont cliquer dessus. D'accord. Et alors, pour arriver alors tes vidéos, maintenant elles sont verticales. Avant, je crois que tu mettais des bandes noires. Quand tu filmes Ouais, tes vidéos, tu les retravailles au logiciel de montage. Tu les prévois pour YouTube, ces vidéos-là, pas forcément pour TikTok. ouais. Mais là, C'est j'essaie de réadapter le format pour les extraits sur TikTok dernièrement. pour que ce soit vertical. Alors, donc Ouais, tu recadres pour qu'on ouais. te voit bien sur le plan. D'accord. Ok. Et alors, donc la croissance de compte TikTok, t'as plus de 100 000 abonnés maintenant.
Et alors, tu publies pas que ces vidéos-là, tu publies aussi des petits vidéos conseils, justement sur l'influence. Et, et ça fonctionne ça? Alors pas toujours, c'est un petit peu aléatoire TikTok. C'est pas parce qu'on a 100 000 abonnés, faut dire ça aux gens, que ça va faire des vues, quoi. C'est vraiment la qualité du contenu. Et justement, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est alors sur TikTok, c'est quand même plus gratifiant parce que ça demande quand même moins d'efforts et c'est plus facile de comment dire d'émerger, de tester sur un format court que sur YouTube. Alors t'as une vidéo qui cartonne à plus de 300 000 sur 50 Cent, mais la croissance elle est longue là, 7 000 abonnés, c'est plus compliqué. Mais toi, tu préfères YouTube parce que c'est le côté, c'est ce que tu kiffes là, de faire des documentaires, c'est ça? Ouais. YouTube pour moi c'est le roi. Donc TikTok, tu le fais comme ça, de façon un peu sporadique. T'avais en tête que ça te permettrait de drainer du trafic sur ton YouTube ou en vrai, TikTok, moi, je suis un peu du même avis que Gary Vee. Je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. Ouais. Et Gary qui dit voilà que j'adore et qui dit voilà que tu dois être présent sur plusieurs plateformes. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube et généralement le contenu et le ton sont différents. Donc pour moi TikTok c'était vraiment de partager des how-to, des tips que j'avais de mon expérience et ça marchait, ça résonnait. Et en même temps je me suis dit bah pourquoi pas mettre des extraits de mes vidéos YouTube aussi qui suivent les mêmes principes d'influence, de persuasion. Et TikTok aussi m'aidait à recommander des livres. Mais aussi, ça servait à rediriger une partie du trafic à YouTube. Mais YouTube, c'est la plateforme qui me stimule le plus. Ça te permet de porter plusieurs casquettes. D'un côté, t'es scénariste, t'es monteur, tu parles devant la caméra, il y a un côté reporter aussi, donc ça me passionne et ça te permet aussi d'apprendre plusieurs skill sets qui vont être qui sont toujours utiles, qui seront super demandés dans le futur, je suis sûr, avec l'émergence des réseaux sociaux. Donc je vois que c'est créatif, mais c'est aussi un bon business, une bonne opportunité. D'accord, ouais, donc la stratégie c'est vraiment YouTube et TikTok c'est plus pour continuer à avoir une présence sur les réseaux sociaux, sur un média aujourd'hui qui est quand même très consulté, où les jeunes passent beaucoup de temps passé. Ouais. Ok, et alors tu t'es jamais dit je vais mettre mes shorts sur YouTube? Moi ça me ferait un peu peur parce que c'est pas les mêmes algos et j'aurais peur de, je sais pas, j'en ai mis quelques-uns, mais que ça... Je sais que sur YouTube, on dit c'est bien d'avoir un élan sur ces vidéos, que toujours la vidéo d'après, elle fonctionne et de pas casser cet élan par des formats courts. T'as jamais publié tes TikTok sur YouTube en format short, non? Non. Ça t'intéresse pas? Non. Pas pour le moment. Ok, tu mélanges pas les genres. Ouais. Ok. Et alors, donc ce qui est particulier, c'est que tu arrives à parler de livres business. Alors, tu nous as expliqué en intro le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ouais. Et tu as fait un petit peu ça sur ta chaîne YouTube. Chaque personnage a une loi des pouvoirs. Et alors, dans le livre originel, c'était des personnalités historiques, c'est ça? Des hommes d'affaires historiques, des leaders politiques, des acteurs, de tout. Et alors, c'est particulier, toi t'aimes bien lire, t'as même une vidéo, je crois que t'as réussi à lire une centaine de livres en un an, quelque chose comme ça. Ouais. Et t'arrives à transmettre ça, c'est pas évident de convaincre les gens de lire. Et toi tu lis en anglais en plus. Et souvent tu fais des références à des bouquins business que t'as lus. T'arrives à voir typiquement, je sais pas, dans les commentaires, ou que t'arrives à, comment dire, à orienter les gens vers du contenu livre, ce qui est... sur la génération un peu qui veut tout maintenant instantanément, qui consomme du TikTok, c'est compliqué, non? T'arrives à percevoir ça, que t'arrives à orienter les gens vers... Ouais, mais je pense que j'attire aussi ce type de personnes dans mon audience. C'est-à-dire c'est pas des personnes qui viennent juste pour c'est pas une chaîne où je partage je sais pas les dernières news des artistes.
Des fois, ils peuvent, voilà, ils font des recherches sur 50 Cent pour voir l'actualité de 50 Cent de Kanye West. Ils tombent sur ma vidéo, ils cliquent sur la vidéo, et au milieu de la vidéo, ils se rendent compte que c'est différent, parce que je suis pas là juste pour partager des news, Ouais. mais il y a des leçons, il y a des livres, et c'est là où ils s'abonnent. Du coup, une bonne partie des gens qui sont pas intéressés par ce contenu, ils vont naviguer pour voir d'autres news. Moi, j'essaie d'attirer ces personnes-là qui, voilà, qui veulent apprendre à influencer, à comprendre les biais cognitifs qu'on a, comment persuader, euh, comment gagner en pouvoir. Ouais. Et c'est ces personnes que je veux attirer. Et du coup, c'est ces personnes qui restent, qui regardent les prochaines vidéos que je poste, qui s'intéressent qui m'envoient des messages sur Instagram pour des recommandations de livres, etc. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans la démarche, si on va plus loin, c'est que tu arrives, j'avais vu des vidéos sur TikTok, à te faire conseiller par des mentors euh, sans les payer, parce que tu vas leur assurer des services. Et je trouve ça vraiment bien, ces techniques un peu débrouillard, quoi. Ouais. Notamment, G. Samit avait fait son agent littéraire pour lui trouver une maison d'édition qui a conseillé, alors quoi, c'est Sony, je sais plus. Jay Samit, c'était l'ancien dirigeant de Sony Music, Universal, Deloitte. C'est un homme d'affaires assez pesant dans la Silicon Valley. Il a contribué à l'accélération de la croissance de LinkedIn. Il est pote avec Bill Gates. Et il a écrit le livre Disrupt You, que j'avais lu et qui m'a énormément impacté, surtout la trajectoire de ma carrière. Et je regardais ses vidéos, j'étais un fan. Ouais. Et j'avais écrit un post sur LinkedIn après avoir lu le livre. Je l'ai écrit en anglais, un petit post où j'ai juste tagué. J'ai tagué donc sur LinkedIn. Il a fini par répondre 5 minutes après en me disant merci. Et puis il a recommenté en disant est-ce que tu connais une maison d'édition en France? Parce que c'est tout ce qu'il m'a dit en fait. Do you know any French publisher? Et j'ai compris voilà que il cherchait une maison d'édition. Moi, je m'y connaissais pas du tout. Je connaissais personne. J'étais jeune diplômé et j'ai dit ouais, je peux t'aider. Donc, je pense qu'il était en Lituanie. Il est rentré, il m'a envoyé tous les éléments. Il s'attendait à ce que je décroche un contrat pour lui. J'ai passé des mois à appeler toutes les maisons d'édition de France, à les rencontrer sur place. Voilà, vraiment à essayer de me débrouiller pour lui décrocher un contrat. J'ai fini par décrocher un contrat pour lui avec Duno, les éditions Duno, où on a fini par publier le livre en français. Et du coup, pendant toute l'année, je faisais des appels avec lui. Donc 1 heure, 45 minutes pour faire le suivi, mais en même temps, il me conseillait sur ma carrière, sur comment avoir des entrepreneurs. Donc la préface du livre en anglais était écrite par Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn. Et Jay voulait un entrepreneur du même calibre en France pour qu'il écrive la préface en France. Sauf que moi, je connaissais pas du tout, j'ai pas accès à ces personnes. Ouais. J'ai commencé à chercher un peu sur LinkedIn, j'ai vu, ok, Marc Simoncini, ça peut être un bon... Il finit par pas me répondre, j'ai cherché un peu partout, et j'ai fini par avoir Frédéric Mazzella, donc le fondateur de Blablacar, qui a accepté. Et voilà, c'était vraiment ces échanges avec Jay qui, à chaque échange, il détruisait un peu mes croyances limitantes. Okay. Il me disait que c'était possible et tout. Et ça t'a aidé dans ta carrière aussi? Ouais, si, énormément. Ah oui. Ouais. Juste échanger avec ces personnes-là, tu vois une perspective complètement différente du monde, comment ils saisissent les opportunités, comment ils réfléchissent. Ah ouais. Et en vrai, c'est ce qui m'a aidé à être top performant dans mon job, être premier pour gérer l'équipe dont je faisais partie, et améliorer mon anglais, à voir le monde différemment et voir des opportunités partout. C'était ça un peu son mindset, c'est voir tout le livre Disruptez-vous, c'était saisir les opportunités en voyant en profitant des disruptions des autres et en identifiant les problèmes qui sont présents. Et ouais, ça m'a énormément impacté. Et alors, tu parles du fait que c'est plus facile, peut-être en anglais, pour trouver des ressources, même pour échanger. Je sais pas, l'état d'esprit américain est peut-être plus ouvert là-dessus. D'ailleurs, t'étais pas encore créateur de contenu à l'époque.
et t'as fait confiance tout de suite, le feeling est passé. Ouais. T'as d'autres expériences comme ça où t'arrives à convaincre des gens de te coacher gratos et d'ailleurs, c'était sincère en fait, parce que t'as aimé le bouquin, tu l'as partagé. J'avais lu un autre livre où il parlait de les gens, quand ils cherchent un mentor, la question qui se pose, c'est comment apprendre de cette personne, comment prendre de la valeur de cette personne-là. Ouais. Sauf que cette personne n'a pas le temps. En fait, elle gagne rien en te coachant. Donc, il Ouais, y a pas de valeur ajoutée que tu lui apportes. Donc, pour moi, ma vision, c'était toujours comment ajouter de la valeur à cette personne. Et pour Jay, c'était, voilà, il parle pas français. Il voulait publier son livre en français. J'ai appris énormément en vente, en persuasion à travers cette expérience-là. Et ça en fait, je l'ai présenté à d'autres. Donc, même au niveau de réseau. Donc, je l'ai présenté à Frédéric Mazzella de Blablacar. Ouais. Je l'ai présenté à Oussama Hamar, à David Laroche, à d'autres, à une autre youtubeuse, Manal, qui l'a eu en interview. Je l'ai eu en interview pour moi aussi pour ma chaîne. Et à Ilan Benaïm, un des fondateurs de vente privée. C'est toujours comment je peux lui apporter plus de valeur. C'est ça mon mindset. Et du coup, j'ai échangé avec lui il y a 2 mois. Il me donnait aussi toujours des conseils par rapport à ma carrière. Donc c'était vraiment j'allais même le rencontrer à New York, mais il était pas, mais je vois toujours c'est comment donner de la valeur, et au final ils ont cette volonté de t'aider, surtout s'ils voient que tu as du potentiel, que tu es motivé. Ils aiment bien investir dans des personnes comme ça. D'accord. Et donc l'anglais est quand même à ses cœurs, justement, pour progresser sur YouTube, notamment toutes les ressources tu vas les choper en anglais, quoi. Et ça c'est naturel. T'as toujours eu un bon niveau d'anglais grâce à tes parents, c'est ça, non Ça, ouais, j'ai eu de la chance que mon père était toujours conscient de l'importance de l'anglais. Du coup, je pense qu'il m'a inscrit je détestais ça à l'époque, mais il m'a forcé à aller en cours d'anglais un mercredi après-midi, en école américaine chaque 2 heures, donc chaque semaine. Après, c'était samedi matin. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est le rap. Dès le plus jeune âge, j'écoutais que du Eminem, du 50 Cent, du Dr. Dre, Snoop Dogg en boucle, et parler à des gens qui parlent anglais, des Américains, des Anglais, quand je suis venu ici. Ok. Ouais, ça, et juste là, j'écoutais tout. Je regardais tous les séminaires en anglais, mes coachs étaient des Américains, et du coup, je me forçais à lire en anglais, et ça s'est amélioré au fur et à mesure. Ouais, donc faut vraiment se mettre à l'anglais, hein, c'est important. Et même, ça t'ouvre des perspectives parce que. Ouais, des opportunités aussi. Dans mon job aussi, c'est ce qui est. Je parle français, anglais, et du coup, je peux gérer une équipe globale. Si je parlais pas anglais, j'allais pas pouvoir gérer une équipe basée aux États-Unis. Donc ça t'ouvre énormément de portes. Ok, donc si on résume un petit peu notre interview, l'anglais c'est important pour se cultiver, être au fait un petit peu des algos, la culture business dans les bouquins, et on peut s'en servir de tout ce savoir pour éclore sur le marché français, peut-être plus rapidement, parce que il y a encore des places à prendre, c'est ça ? Ouais. Ok, nickel. Merci beaucoup Naoufal. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à donner à mes spectateurs qui veulent progresser sur YouTube, TikTok ? Alors c'est peut-être sur YouTube parce que c'est ça qui est très important pour toi. S'il y avait un seul truc à retenir pour réussir à percer sur YouTube. Donc j'imagine que ton audience c'est des créateurs ou des créateurs potentiels qui aspirent à avoir leur chaîne YouTube, créer du contenu. Donc déjà il y a une opportunité pour en faire ton métier dans le futur. Dans les prochaines, je pense 10 prochaines années, ça va être il y aura toute une économie de créateurs, et ça on le voit aux États-Unis. Je pense que ça va venir en France, et je conseille vraiment les gens à prendre ça au sérieux si tu veux en faire ton métier, à apprendre le marketing, le branding, la vente, la persuasion, comment créer du contenu, comment parler devant la caméra, comment monter. Et c'est un ensemble de skill sets qui
si tu n'arrives pas à percer sur YouTube avec, tu peux t'en servir pour des clients, des boîtes dans le futur qui auront besoin de créer du contenu pour leur propre marque et qui vont t'engager pour ces projets-là. Donc c'est un skill set qui va toujours rester dans ta poche en fait. Tu peux toujours le monétiser, que ce soit à travers ta propre chaîne YouTube ou les services que tu peux offrir à des sociétés. C'est l'opportunité du siècle pour moi. Ok, bah merci pour ce bon conseil. Donc j'invite tout le monde à aller suivre tes vidéos sur YouTube et sur TikTok. Le nom de la chaîne c'est Naoufal, c'est facile à retenir, c'est ton prénom. Et à liker également cette vidéo et à pas hésiter aussi à te poser des questions. Naoufal pourra vous répondre. Merci beaucoup Naoufal. Merci Jean.